Bonjour et bienvenue dans le Monde devant soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Semaine contrastée pour le président Macron. Son parti LREM s'est pris une gifle dans les urnes le dimanche 27 juin pour les élections départementales et régionales. En revanche, sa cote pour la présidentielle se porte plutôt bien, comme en témoigne un sondage Elab BFM TV publié cette semaine. Alors, si on en croit les chiffres, il sortirait en tête au premier tour et battrait Marine Le Pen avec 60% des voix au second si le scrutin se déroulait fin juin 2021. Alors, on sait combien les sondages à ce moment-là du mandat sont à prendre avec des pincettes, mais le président ne semble pas, pour l'instant, en danger. Cela posé, ce n'est pas de son éventuelle réélection que nous allons parler aujourd'hui dans Le Monde devant soi, mais de la diplomatie Macron. Tant que Donald Trump était à la Maison-Blanche, Macron semblait avoir un boulevard pour s'imposer sur la scène internationale comme héros de la démocratie libérale ou défenseur du monde libre. Problème, l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis a quelque peu changé la donne et on l'a vu lors du dernier G7, le français en fut réduit à jouer quasiment le second rôle. Jean-Marie, pour commencer, comment analyseriez-vous le positionnement de Macron dans sa relation avec Biden ? Il faut d'abord regarder le changement qu'introduit le passage d'un président américain à un autre. À l'époque de Donald Trump, comme vous l'avez dit, ça donnait un espace à Emmanuel Macron inespéré d'une certaine façon, mais aussi ça a permis à l'Europe de prendre conscience d'elle-même. Et toute la stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron qui était fondée sur cette idée de souveraineté européenne, cette idée de projeter l'Europe dans le futur, une Europe beaucoup plus forte, évidemment avec une France motrice de cette nouvelle Europe. Au fond, la prise de conscience de cela a été aidée par la présidence Trump, parce que Trump a déclaré la guerre commerciale à l'Union européenne, et ça allait même au-delà. Rappelez-vous que pendant la présidence Trump, l'Allemagne, les Allemands ont dit « nous sommes trahis, nous nous sentons trahis ». Ils ont prononcé le mot de trahison par rapport à Donald Trump et aux États-Unis d'Amérique. Donc il y a eu une prise de conscience européenne grâce, d'une certaine façon, à l'hostilité de Donald Trump, qui a été salutaire et qui était bienvenue pour Emmanuel Macron, et nous-mêmes d'ailleurs. Puis arrive Joe Biden. Et Joe Biden, d'une certaine façon, on l'accueille avec soulagement en se disant, voilà, les choses se remettent en place, on va retrouver l'alliance stratégique transatlantique, on va retrouver nos points de repère, le monde entre guillemets occidental va pouvoir se réinstaller sur ses valeurs, qui étaient largement bafouées par Donald Trump, et porter ses valeurs au-delà. Mais sauf que la conséquence de cela, c'est que ça défait un petit peu le sentiment d'obligation de cette unité européenne et de cette souveraineté européenne, parce qu'au fond, un certain nombre de nos pays amis et membres de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent dans le giron américain. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de défense européenne et qu'ils se sentent mieux protégés par le parapluie américain, comme traditionnellement, alors que Donald Trump tournait le dos, rappelez-vous, au fameux article 5 de l'OTAN, qui prévoit que lorsqu'un pays est attaqué, les autres doivent lui porter secours. Et donc, ça défait un petit peu le ressort qui était le ressort sur lequel s'appuyait le président Macron pour porter son projet, j'allais dire, franco-européen et y faire adhérer un maximum de pays. Donc, le paradoxe, c'est cela, c'est que Joe Biden est bienvenu, puisqu'il nous remet, au fond, il remet les idées en place. Il y a face à nous les régimes autocratiques, dictatoriaux qui veulent la ruine de l'Union européenne, mais il y a reconstitution de cet axe euro-atlantique. Et en même temps, ça défait une part de ce qui était la prise de conscience chez tous les Européens qu'il fallait bouger. Et un certain nombre de pays européens, notamment à l'Est, anciennement Europe de l'Est, se disent non, on revient tranquillement. Et donc le ressort s'affaiblit. Donc pour moi, c'est le grand changement qui est là et qui gêne objectivement Emmanuel Macron. Quand Joe Biden est venu aussi bien en Angleterre pour le sommet du G7, puis ensuite à Bruxelles, puis ensuite en Suisse pour rencontrer Vladimir Poutine, on a bien senti la gêne presque physique chez Emmanuel Macron, qui ne trouvait pas vraiment les mots pour qualifier notre attitude et dire vraiment sa déception. Donc il a eu des gestes chaleureux pour Joe Biden, qui n'égalaient pas ceux qu'il avait adressés à Donald Trump en son temps, mais qui étaient quand même le signe d'une bonne cordialité. Mais en même temps, il y avait cette gêne. Alain, vous avez ressenti vous aussi cette gêne dans les rapports entre le président Macron et Joe Biden lors du G7 ?
Peut-être, oui, un peu. Je partage très largement cette analyse. Je peux vous donner des exemples même. Mais d'abord, quand on parle de la diplomatie française et qu'on essaye de juger, de porter un jugement sur un président français, je dis bien aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les rapports de force aujourd'hui, c'est très difficile. La diplomatie française, ça consiste à défendre les intérêts de la France dans le monde, à l'extérieur, et à, si possible, essayer de façonner un monde qui corresponde le plus possible à nos valeurs. Bon, c'est pas facile, parce que c'est pas facile pour une raison très simple. Combien de personnes en Asie? 4,5 milliards. Combien de personnes en Afrique? 1,7 milliard, 2,5 milliards dans 25 ou 30 ans. Combien de personnes en Europe? Si on compte toute l'Europe, y compris la Russie, 700 millions. Et si on la ramène à l'Union européenne, qui a cette ambition, comme expliquait Jean-Marie, d'être une entité, enfin c'était une entité forte sur la scène internationale, c'est l'ambition de Macron, eh bien on est à 450 ou 470 millions, si vous voulez, c'est ça. Alors la France n'est pas une grande puissance sur la scène internationale. Le danger, c'est de sous-estimer la diplomatie française ou de surestimer son impact. Et chaque président est souvent grisé par le rôle qu'il est amené à jouer sur la scène internationale. Eh bien, on a des atouts singuliers. On est membre du Conseil de sécurité, on a l'arme nucléaire, on a un réseau diplomatique quasiment universel, on a une des meilleures armées du monde et on a une tradition culturelle forte aussi. Donc, on a des atouts. Mais la bataille est compliquée par la Chine. Et là, j'en reviens à votre première question. Oui, il est gêné, Emmanuel Macron, parce que, au fond, Biden arrive et on a l'impression que Biden invente tout. Mais pendant les 4 années de Trump, qui a gardé le multilatéralisme? C'est les Européens, c'est l'Union européenne, c'est nous qui avons essayé de sauver l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, c'est nous qui avons essayé de sauver l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas Joe Biden. Et lui, il arrive, Biden, et bingo, tout le monde aligné derrière les États-Unis face à la Chine. Évidemment, il est mal à l'aise, Macron. Il est mal à l'aise parce que lui, il a tout fait pour essayer de donner du concret autour de son concept d'autonomie stratégique. Mais il y a pire encore. Biden, lui, dit à l'OCDE, ça y est, les États-Unis sont pour la taxation des multinationales. On peut commencer à 15%. Mais ça fait 10 ans que l'Union européenne demande ça, à l'initiative de la France, relayée dès qu'il est arrivé au pouvoir par Macron. Et on a l'impression que c'est Biden qui découvre ça. Simplement, voilà, c'est le coup de pouce définitif, c'est celui de l'Amérique dans le camp occidental. Même chose sur la question de la taxation du numérique. Alors, ça butait, c'est une négociation qui a à l'OCDE, qui se passe essentiellement de manière conflictuelle entre l'Union européenne et les États-Unis, et Biden fait un pas dans le sens de l'Europe. Et il s'attribue naturellement le crédit de tout ce qui vont être des avancées. Mais qui les a faites, ces avancées? La plupart du temps, c'est la France d'ailleurs. Puis finalement, l'Allemagne s'est rangée dans le camp de la France, et puis c'est devenu la politique de l'Union européenne. C'est ça aussi la diplomatie. Alors vous vous faites voler le succès par l'Américain. On va pas dire au bilan de Macron, au bout de 5 ans, il a réussi ça, ça et ça. Non, d'abord, c'est très difficile de faire un bilan diplomatique. Ça n'a pas grand sens, si vous voulez. Et puis arrivent les Chinois. Plus difficile encore. Ça a quel sens, l'autonomie stratégique, le concept de Macron, face à la Chine? Ça a quel sens? Est-ce que vous pouvez nous résumer justement la position de Macron face à la Chine? Eh bien, la position de Macron face à la Chine, ça a été d'essayer de préserver une sorte de singularité européenne. D'abord au G7, puis à la réunion de l'OTAN. Et à la réunion de l'OTAN, il a dit « Écoutez, je suis désolé, cher président américain, mais que je sache, la Chine ne fait pas partie de la zone prévue par le traité euro-atlantique. » Par l'OTAN. La Chine ne fait pas partie de l'OTAN. Oui, parce que pour rappeler, Biden voulait que l'OTAN s'intéresse à la menace chinoise et la Chine ne fait pas partie de la zone qui est couverte justement par ce traité. Et je vous demande qui a gagné? Eh bien, c'est Biden. La Chine est mentionnée par 3 fois dans le communiqué interminable de 79 paragraphes qui a conclu cette réunion de l'OTAN. Parce que qu'est-ce qu'a dit l'OTAN?
Et là, la France a été obligée, bon gré mal gré, d'adhérer, de signer. Elle a dit, c'est quoi aujourd'hui la guerre, la bataille? Qu'est-ce qui se profile? Eh bien, c'est la bataille sur le numérique, dans le cyberespace, dans le sens le plus large possible. C'est la bataille sur les normes, qui va gagner la guerre des normes. C'est la bataille sur l'intelligence artificielle, c'est la bataille sur la robotique, et c'est la bataille sur toutes les manipulations génétiques et les possibilités de clonage urbain. C'est ça, les rapports de force de l'avenir, c'est-à-dire économiques et technologiques, beaucoup plus que militaires. On avait peur de l'Union soviétique sur le plan militaire. La Chine est en train de développer une armée très puissante, mais la force de la Chine, c'est pas ça, c'est son économie. C'est ça sa force, c'est ça son levier de pression sur les Occidentaux. Et donc ça veut dire quoi l'autonomie stratégique? Ça veut dire qu'il y ait une position singulière de l'Europe face à la Chine. Ah bon? En mer de Chine orientale, combien de bateaux la France? Combien de bateaux l'Europe? Si on veut vraiment faire respecter le droit de la mer en mer de Chine orientale, pour la question des conflits territoriaux entre le Japon et la Chine, sur les îles qui sont contestées, et en mer de Chine méridionale, sur les îles qui sont la revendication chinoise est très claire, elle est sur leur carte. Ils considèrent que l'essentiel du bassin occidental du Pacifique est chinois. Tant pis pour les Philippins, tant pis pour les Indonésiens, tant pis pour les Vietnamiens qui sont les plus remontés. Et ils ont militarisé ces îles, ils les ont poldérisées, puis militarisées. Et le droit de la mer, là-dedans, n'est pas respecté, bien entendu. Mais qui va faire respecter le droit de la mer? C'est pas la flotte européenne, ça n'existe pas. Tous les ans, il y a la flotte, une partie, des bateaux français, des bâtiments militaires français y vont, britanniques aussi, et aussi allemands quelquefois. Mais l'autonomie stratégique, ça n'a pas de sens, là. L'autonomie stratégique, si on considère qu'il faut que la Chine se plie au droit international en ce qui concerne le droit de la mer, à ce moment-là, l'Europe ne peut être qu'avec les États-Unis. On peut ajouter à votre description très impressionnante, Alain, que jusqu'à présent, en effet, tous les défis sont technologiques, principalement, mais ils sont en train de devenir militaires. Ils sont en train de devenir militaires au point que l'une des questions à l'ordre du jour récemment, c'était la concomitance des manœuvres russes à la frontière de l'Ukraine, 120 000 soldats massés à la frontière de l'Ukraine, soi-disant pour des manœuvres qui ont eu lieu, et dans le même temps, des démonstrations de force de bombardiers et de chasseurs chinois survolant l'espace aérien taïwanais. Et donc l'idée étant qu'il peut y avoir d'une certaine façon une attaque sur deux fronts, mais il peut aussi y avoir un débouché militaire, et ça c'est la première fois quand même que c'est envisagé, puisque l'amiral américain qui commandait la zone de défense des pays de l'Asie de cette zone-là a considéré que la menace militaire existait désormais. Donc si menace militaire il y a, et s'il y a une offensive contre Taïwan, en effet, que va faire la France? Où est la singularité que vont européenne? faire les pays européens? Les pays membres de l'OTAN seront obligés de se porter au secours des États-Unis, qui eux-mêmes sont obligés de se porter au secours de Taïwan. Voilà, donc le gêne d'Emmanuel Macron, oui, mais en même temps, le poids des réalités fait qu'il n'y a pas de gêne à avoir, à consolider, me semble-t-il. Mais évidemment, je vais être accusé de tous les maux par les souverainistes de tout poil, mais on est quand même obligé de veiller à consolider une alliance stratégique euro-atlantique, sinon on meurt. Si vous allez au-delà du front militaire face à la Chine, si vous allez au-delà, vous avez les normes du numérique, les normes environnementales, les normes sociales, toutes les normes de technologie, les normes et les standards de technologie. La bataille est féroce là-dessus. Mais l'intérêt des Européens est de s'allier aux États-Unis dans cette histoire. Ce qu'il faut noter, c'est que sur la bataille des normes, qui est essentielle, à la fois normes environnementales, normes sociales, etc., et normes aussi comptables pour la vie de la finance, jusqu'à présent, la bataille était entre l'Europe et les États-Unis. Parce que les États-Unis essayaient à toute force d'imposer leurs normes aux Européens. Donc il serait heureux que les États-Unis concèdent qu'il faut en effet rapprocher nos normes sans que les unes effacent les autres, si on veut faire face aux normes chinoises, en effet. Et alors, si vous voulez tirer le bilan de ce point de vue-là de la diplomatie de Macron, vous direz qu'il a fait évoluer l'Europe, c'est vrai, sur le plan intra-européen. Il a certainement fait évoluer l'Europe, avec notamment le plan de relance, financé par des ressources propres de l'Europe. Donc c'est une façon de créer des euro-obligations, si vous voulez. C'est quand même très nouveau. Aucun président français, ça fait très longtemps que la France en est partisan, n'avait réussi. Donc là, il a réussi. Mais sur l'autonomie stratégique, très beau concept qui veut faire de l'Europe une puissance à part dans le monde de demain, eh bien, compte tenu véritablement de ce que nous considérons comme
non pas une menace, mais un défi stratégique. C'est le terme qu'emploie le communiqué de l'OTAN pour parler de la Chine, à 3 reprises. Eh bien, face à ce défi stratégique, comme Jean-Marie le disait, il faut au contraire resserrer les liens euro-atlantiques. Alors on a bien compris que sur la question chinoise, l'autonomie stratégique, c'est pas gagné pour la France et pour l'Europe. Il y a un autre pays avec lequel on tente de nouer des relations, c'est la Russie. Vous en avez parlé, Jean-Marie, la Russie se fait menaçante en massant ses troupes pas loin de l'Ukraine. Et cette semaine, on a vu le rejet d'une proposition franco-allemande par l'Union européenne. Cette proposition, c'était celle d'une rencontre entre les 27 et Vladimir Poutine pour relancer le dialogue avec Moscou, un peu comme Biden l'a fait à la mi-juin. Pourtant, quelques pays européens ont bloqué l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et pourquoi ils ont bloqué cette initiative? Enfin, moi je pense que cette idée de sommet Union européenne-Russie, qui existait auparavant d'ailleurs, et de rencontre avec Poutine, elle est directement venue du sommet Biden-Poutine, puisque Biden est venu parler avec Poutine en Suisse, en vérité sans prévenir qui que ce soit du côté de ses alliés, et en menant un jeu très solitaire d'une certaine façon face à la Russie, auquel il a concédé, Biden a concédé ce que Poutine attendait avec impatience, c'est-à-dire d'être à nouveau reconnu comme interlocuteur privilégié dans le dialogue entre la Russie et les États-Unis, qui est pour Poutine l'alpha et l'oméga de sa diplomatie. Donc en retour, les Européens se sont dit, mais je veux dire, Biden se permet cela et pourquoi pas nous? Et donc il n'y a aucune raison que nous nous privions d'un dialogue avec la Russie également. Et donc c'est de là qu'est partie cette initiative qui est franco-allemande et dont le moteur était beaucoup d'ailleurs Angela Merkel. Et par ailleurs, c'est le réflexe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays plutôt situés à l'Est considère la Russie principalement comme une menace permanente, comme une menace immédiate, et donc considère qu'il faut au contraire durcir vis-à-vis de la Russie et ne pas céder à cette tentation, encore que on a bien vu que sur le sommet Biden-Poutine, il n'en ressortait pas énormément de choses, sinon le fait qu'ils se reparlent, et au fond c'est toujours en effet bien que le dialogue existe. Mais de ce point de vue-là, je pense que puisqu'on fait l'analyse d'Emmanuel Macron et de ce qu'il a tenté, moi, je considère que c'était plutôt une erreur à Brégançon de le recevoir comme il l'a reçu. Bon, ça c'est très bien, mais ensuite d'annoncer Urbi et Orbi que la France et la Russie allaient rechercher un partenariat stratégique. Et cela, il l'a fait un petit peu dans le dos des Allemands, pour le coup, Emmanuel Macron. Et donc, ce partenariat stratégique n'a jamais vu le jour et ne verra jamais le jour. Pourquoi ? Parce que la relation entre Poutine et les Européens, ça n'intéresse pas Vladimir Poutine. Ce qui l'intéresse, Vladimir Poutine, c'est de restaurer si peu que ce soit un condominium et donc de faire pression sur les États-Unis en feignant ou en se retournant vers la Chine. Il a d'ailleurs renouvelé de façon assez solennelle le traité entre la Chine et la Russie au lendemain de tous ces épisodes pour bien montrer la menace qu'il peut représenter et donc pour bien conduire évidemment les États-Unis à continuer à privilégier le dialogue avec lui. Emmanuel Macron a voulu jouer cette carte un peu personnelle là pour prendre aussi le contre-pied de François Hollande qui était accusé de tous les maux. Je note peut-être au passage que la seule victoire diplomatique qu'on ait enregistrée vis-à-vis de la Russie, elle est due à François Hollande et Angela Merkel, bien sûr. Elle est ce fameux format Normandie qui avait permis, sur la crise la plus aiguë, c'est-à-dire la crise ukrainienne, bien de réunir le président ukrainien, le président russe, le président français et la chancelière allemande. Et c'est le seul format qui permet encore de discuter de la question, de discuter d'un cessez-le-feu et ainsi de suite. Emmanuel Macron n'a obtenu aucun résultat de cette nature. Au contraire, ça a été un petit peu lettre morte parce que, encore une fois, je pense que ça n'intéresse pas profondément la Russie. C'est peine perdue d'entamer des négociations ou des discussions avec la Russie pour vous, Alain? En tout cas, du côté de la France et de l'Union européenne? Il y a des discussions avec la Russie, bilatérales, ici ou là, entre les différents pays de l'Union européenne ou les différents membres européens de l'OTAN. D'ailleurs, il y a des discussions avec la Russie sur telle ou telle question. Mais il y a les sanctions européennes contre la Russie à la suite de l'Ukraine, principalement, et de la Crimée en 2014. Il y a des sujets stratégiques, c'est-à-dire qui touchent à des questions de sécurité à discuter avec les Russes. Les Russes en Afrique, les Russes en Libye, le soutien des Russes au détournement d'un avion par les Biélorusses et à l'enlèvement d'un ressortissant biélorusse auquel l'Union européenne avait accordé l'asile politique.
le soutien à 100% des Russes dans cette histoire. Il y a aussi à discuter éventuellement sur l'avenir de la Syrie. Donc il y aurait plein de questions de sécurité. Et Macron a raison lorsqu'il dit Biden et puis Poutine se mettent d'accord pour relancer des négociations et un dialogue sur le désarmement nucléaire. Et aussi sur la question des forces dites intermédiaires, soit des armes nucléaires de portée intermédiaire, soit les forces intermédiaires stationnées en Europe. On a donné l'exemple de ces manœuvres de 120 000 soldats russes qui manœuvraient de manière assez provocatrice il y a quelques mois à la frontière avec l'Ukraine. Or ça, il va y avoir une négociation peut-être américano-russe là-dessus, puisqu'il relance un dialogue sur ces questions. Et qui n'est pas à la table? L'Europe. C'est pas normal, a dit Macron. Il a raison. Il a raison. Autant lui n'a strictement rien obtenu sur toutes les questions dont j'ai parlé, parce que ça n'intéresse pas les Russes. Ou alors le point de départ de la négociation, c'est pas une négociation, c'est vous entérinez tout. Vous entérinez notre position sur l'Ukraine, notre position sur la Crimée, etc., etc. Ce sont des rapports de force brutaux de ce type-là. Ce n'est pas une position de compromis ou de mesure de confiance comme il y en a avant une négociation. Il n'y a aucune mesure de confiance prise par la Russie à l'adresse des pays européens. Donc, on n'a pas le sentiment qu'une négociation les intéresse. En revanche, pour les raisons de statut dont on a parlé, qui sont des raisons de politique intérieure russe, notamment, le dialogue avec les États-Unis rehausse le prestige de Poutine chez lui. Donc, vous voyez. Et après, il y a la question qu'on s'est posée sur la Chine. C'est quoi l'autonomie stratégique de l'Europe face à la Russie? L'autonomie stratégique, ça voudrait dire aller très vite vers une défense européenne. On voit bien que c'est très difficile à 27. Il n'y a pas de décision possible à 27 en matière de politique étrangère. C'est encore plus difficile d'imaginer une décision à l'unanimité sur des questions de déploiement de troupes, voire d'ordre de tir même. C'est très compliqué à examiner. Quel est l'intérêt des pays baltes d'aller vers une défense européenne? Ils ne font pas confiance à ce projet qui reste laborieux, pour le moins, de défense européenne pour assurer leur sécurité face à la Russie. Quel est l'intérêt de l'Espagne qui consacre à peine 1% de son PIB en mesure de défense? Quel est l'intérêt de l'Italie qui consacre 1,1% de ses dépenses pour assurer sa défense, d'aller vers une défense européenne qui leur coûterait plus cher? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est pas parce que justement... Ils n'iront pas là-dessus. La France et l'Angleterre, qui sont très actifs sur le plan de la défense et sur les plans militaires, font ce travail-là pour le reste de l'Europe? Notez que les accords de défense qui ont été passés de coopération militaire entre la France et la Grande-Bretagne sont toujours actifs. Le fait que la Grande-Bretagne ne soit plus dans l'Union européenne, en principe, ne doit pas impacter ces accords. Et il y a toujours autour de la table cette idée que, au fond, il faudra une sorte de pacte de défense entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, quel que soit le statut de la Grande-Bretagne, que la Grande-Bretagne soit dedans ou en dehors de l'Union européenne. Mais voyez comme toutes ces questions de défense européenne sont compliquées, ne font pas l'unanimité, supposent l'unanimité des votes déjà au sein de l'Union. Moi, je crois que l'Europe devrait plutôt se concentrer sur la bataille des normes à l'avenir. Parce que l'avenir de la défense européenne, bien sûr, il faut chercher, il faut y aller, il faut essayer de faire des choses. Mais ça me paraît un projet à tellement long terme que je ne lui vois pas avoir d'impact immédiat. Dernier chapitre de cet épisode du Monde devant soi, vous en avez parlé, Jean-Marie, c'est l'axe franco-allemand. Le 18 juin, Emmanuel Macron a dîné avec Angela Merkel pour la dernière fois, puisqu'en septembre, l'Allemande va quitter le pouvoir. On ne sait pas encore qui va la remplacer pour l'instant et quel sera l'impact de ce changement sur les relations franco-allemandes, qui est le moteur de l'Union européenne, enfin en tout cas qu'il a été et qui le reste malgré tout. Mais c'est peut-être l'occasion, ce départ et ce dernier dîner, de dresser un bilan du couple Macron-Merkel. On sait dans l'histoire récente que Angela Merkel a connu beaucoup de présidents français depuis Chirac. Elle s'est très bien entendue avec Hollande. Elle avait appris à apprécier Nicolas Sarkozy, avec qui elle avait eu des débuts difficiles. Comment ça s'est passé entre Merkel et Macron, Jean-Marie ? C'est vrai qu'Angela Merkel, elle a eu à gérer 4 présidents français. Donc, et ça dit beaucoup de choses d'ailleurs sur la stabilité et la continuité d'une politique allemande quand la France est tirée un petit peu à hu et à dia parce que évidemment tous les 5 ans on change de président, on change de politique éventuellement. On retourne toujours, c'est vrai, à l'axe franco-allemand. Moi, je me souviens de l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Nicolas Sarkozy, comme l'avait fait auparavant d'ailleurs Lionel Jospin et Jacques Chirac, commence toujours par se dire « Bon, il faut quand même qu'on aille chercher plutôt du côté de Londres,
voir si on pourrait pas quand même jouer à 3 plutôt qu'à 2, enfin sortir de cet axe franco-allemand. Ils y reviennent nécessairement et invariablement. Alors François Hollande n'a pas essayé cela, il a tout de suite cultivé la relation avec l'Allemagne. Et donc Angela Merkel, elle est au contraire la continuité, la permanence, et ce qui peut-être explique aussi son efficacité, parce que c'est la même politique qu'elle conduit depuis un certain temps. Il n'y a pas de choses extraordinaires à dire sur la façon dont ils fonctionnent tous les deux. C'est vrai que Nicolas Sarkozy s'impatientait de la lenteur d'Angela Merkel, notamment de la lenteur qu'elle a eue à réagir sur la crise financière. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait réagi beaucoup plus vite, plus fort et mieux sur la crise financière. C'est vrai aussi que François Hollande a dû s'armer de beaucoup de patience pour ramener Angela Merkel dans l'idée qu'il fallait sauver la Grèce, mais il y a réussi. En revanche, je n'ai pas aperçu de dissociation ou de divergence forte entre Emmanuel Macron et Angela Merkel lorsque Emmanuel Macron notamment a évoqué son idée de souveraineté européenne, de pousser l'Europe plus avant, notamment sur les questions de défense. Je note que pour la première fois d'ailleurs, les Allemands sont présents en Afrique. Des soldats allemands sont présents en Afrique, ainsi de suite. Donc c'est plutôt un couple qui, me semble-t-il, a fonctionné sans divergence extraordinaire, sans tension, qui aurait pu mettre en péril le fameux axe franco-allemand. Mais je me trompe peut-être, je parle sous le contrôle d'Alain. Je crois qu'elle a dit dans un entretien que le président français avec lequel elle s'était le mieux entendue sur le fond, c'était Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est avec Emmanuel Macron, sous la pression de la France, qu'on a fait le plan de relance européen, c'est-à-dire dans les mécanismes de l'Union européenne, c'est quand même une révolution. Alors on le voit pas beaucoup parce que on n'y fait pas attention. On en parle peu en France, mais toutes les PME qui en profitent sont quand même très contentes et ça participera sans doute de la relance qui, il faut l'espérer, devrait se manifester dans les mois suivants. Donc moi aussi je dirais que la réaction, la relation a été plutôt bonne. Et est-ce qu'il faut craindre justement le changement de pouvoir à Berlin en septembre sur le couple franco-allemand ? Je pense qu'il faut surtout craindre en matière européenne le changement de président français, éventuellement, plutôt que le changement de gouvernement en Allemagne, parce que si on regarde les candidats à la chancellerie, vous avez un social-démocrate qui n'a aucune chance à ce stade, ça peut changer, de l'emporter, mais qui est très fondamentalement très pro-français et très européen. Les Verts allemands sont pas du tout comme les nôtres, en termes de capacité de gestion, mais ils sont aussi profondément européens. Alors les chrétiens démocrates, c'est plus compliqué parce que le successeur désigné pour succéder à Angela Merkel est dans la ligne d'Angela Merkel. Ailleurs dans le parti, la CSU notamment, il y a déjà une amorce de remise en cause de ce qui a été l'acquis de cette période, c'est-à-dire qu'on a abandonné les fameux critères de Maastricht pour pouvoir développer des plans d'aide dont nous avions tous besoin. Une partie de l'opinion allemande et du parti conservateur, et surtout l'aile la plus conservatrice, nous dit déjà qu'il faudra y revenir après 2023. Ce sera une ligne de partage, probablement, et une difficulté si cette ligne devait être confirmée en effet. Mais en même temps, on sort pas non plus fondamentalement du cadre. Alors qu'avec un changement de présidence française, tout dépend si vous avez Emmanuel Macron, si vous avez quelqu'un d'autre venu de la droite, qui restera dans l'idée que la construction européenne reste une ambition française, ou bien si vous avez une victoire souverainiste avec Madame Le Pen, même si elle s'est rangée sur l'euro, elle incarne quand même une famille souverainiste qui inquiète déjà les autres Européens et notamment les Allemands. Parce que c'est une famille souverainiste qui regarde plutôt vers la Russie que Totalement. Le grand projet de Marine Le Pen, c'est un axe stratégique avec la Russie. Donc très bien. Voilà, il y a déjà Orban. Je pense qu'un Orban suffit. Mais bon, c'est un point de vue personnel. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Cette semaine, vous réagissez aux élections iraniennes et vous constatez la déconnexion entre le régime et la population. Jean-Marie, vous, tous les jeudis aussi dans Politique, l'émission de France 24, et vous vous arrêtez sur l'explosion des candidatures à la présidentielle. Merci messieurs pour cette deuxième saison du Monde devant soi, c'était le dernier épisode. On se retrouve tous les 3 fin août pour une nouvelle saison. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.